Bonjour à tous, je vous remercie pour votre temps ce matin pour parler d'un sujet très important qui est l'infrastructure Ascode. Et pour cela, nous avons comme invité Grégory Guilloux ce matin chez Oracle. Et je vous propose d'avoir une petite introduction du sujet par notre invité Jean-Marc Puybonois qui va nous faire la lecture de la chronique. Oui, bonjour à tous. Bonjour Anna, bonjour Grégory. Alors, comme l'a dit Anna, je suis Jean-Marc Hubanois et j'ai le plaisir ce matin de commencer ce webcast par une chronique à propos de l'agilité. C'est une chronique que nous avons préparée en essayant de nous mettre à votre place. Alors, nous collaborons chez Oracle avec beaucoup de développeurs, beaucoup de responsables techniques, souvent dans des grands groupes, et ils travaillent sur des projets très intéressants et parfois même avec des budgets très conséquents. Mais fréquemment, la lourdeur des processus ne facilite pas tellement la tâche et crée beaucoup de frustration parmi la communauté de développeurs. Alors, l'agilité est dans toutes les discussions, mais on ne vous donne pas forcément les moyens d'aller aussi vite que vous le voudriez dans vos développements. Et au final, c'est le client qui râle. Sa belle idée met du temps de concrétiser et l'innovation semble toujours freinée par les problèmes techniques. Alors parfois, vous rêvez que vous êtes chez Google, par exemple, ou dans une autre start-up encore plus innovante, et cette start-up vous donnerait tous les moyens de mener à bien vos projets avec justement agilité. Moi aussi, j'aimerais bien venir au bureau en basket, ensuite à capuche, jouer au baby-foot à n'importe quelle heure, brainstormer aussi avec mes collègues affalés dans un canapé en engloutissant des morceaux de pizza, lancer des projets sans devoir faire valider mes choix par je ne sais combien de niveaux hiérarchiques. Eh bien, tout cela, c'est un peu l'image d'Épinal de la start-up. Car si dans certaines startups ça existe bien, eh bien en fait dans la majorité des cas, personne n'est dupe. Travailler dans une start-up, c'est aussi beaucoup de travail, donc des journées sans fin, les salaires parfois un peu limités, beaucoup de pression, et c'est ça finalement aussi beaucoup le quotidien d'une start-up. Alors quand on a de la chance, une belle levée de fonds peut être réalisée au sein de la start-up et on se dit on va avoir énormément de moyens du coup à sa disposition. Mais en fait, elle va dans la plupart des cas être sans doute vite absorbée par des dépenses autres, comme par exemple beaucoup de dépenses marketing ou des recrutements RH. Alors ça, c'est sans parler encore de la prise de risque, puisque une startup est une entreprise comme une autre. Elle a un risque de réussir, comme un risque aussi de ne pas réussir. Et en l'occurrence, dans le monde des startups, 90% des jeunes entreprises eh bien, meurent, mettent la clé sous la porte avant de fêter leur 5e anniversaire. Donc difficile de se projeter et donc de réaliser des projets dans ce contexte. Alors, côté grande entreprise, on a bien compris le potentiel et l'intérêt de travailler avec des startups. Elles ont quasiment toutes, d'ailleurs, créé des incubateurs ou des organisations, des initiatives d'open innovation, afin de pousser les bonnes idées à se développer au plus vite. Mais une fois les innovations validées, eh bien, elles réintègrent directement on va dire, le mainstream de la grande entreprise. Elles ont aussi su tirer, les grandes entreprises, donc les leçons de ce qui fonctionne et ce qui attire dans le fait de travailler dans une start-up et avec des start-up, à savoir la flexibilité, la convivialité, l'autonomie aussi. Et donc, elles tendent toutes à justement récupérer un petit peu de tous ces avantages que l'on va trouver dans des start-up. Donc il y a un gros intérêt de ces entreprises à revoir leur organisation, ainsi que leurs outils aussi, afin de pouvoir libérer la créativité et favoriser l'innovation, mais aussi pour pouvoir retenir les meilleurs talents en matière de capacité de développement. Alors, ce que cherchent les grandes entreprises aussi à faire, justement, donc, c'est de innover au niveau de l'infrastructure, de l'IT, et donc en mettant en place plus d'agilité, comme par exemple avec l'adoption du DevOps. Mais pour faire du DevOps, il faut aussi une infrastructure qui puisse suivre. Alors aujourd'hui, dans la vraie vie, hein, dans la réalité, vous pouvez attendre parfois plusieurs semaines, voire des mois, avant de pouvoir accéder à une nouvelle VM, à une nouvelle infrastructure, un nouveau serveur, afin de pouvoir développer votre nouveau projet sur lequel vous travaillez, ou ne serait-ce que faire un POC, par exemple, un Proof of Concept, afin de pouvoir démontrer l'intérêt d'une application, d'une idée. Alors le cloud apporte une bonne partie de la solution,
Grâce à sa disponibilité ainsi que sa souplesse, le provisionnement des infrastructures se fait en quelques minutes et les analystes montrent d'ailleurs que le cloud et le DevOps sont deux choses qui se complètent parfaitement lorsqu'il s'agit d'apporter de la valeur via l'informatique. Une étude mondiale menée par Freedom Dynamics en mars 2017 auprès de plus de 900 entreprises a montré que celles qui allient le cloud et le DevOps ont des performances nettement améliorées. Par exemple, une hausse de 129% de leur performance de déploiement, contre 81% en moyenne, une amélioration de 109% de la qualité des logiciels, contre 66% en moyenne, et puis enfin une amélioration de leur expérience client de 108% par rapport au modèle de déploiement traditionnel. Alors même si le DevOps n'est pas encore entré dans les mœurs chez tous et particulièrement peut-être chez vous, le cloud peut vous amener plein d'avantages en matière d'agilité et nous allons vous montrer très concrètement comment ça se passe. Merci Jean-Marc pour cette superbe introduction du sujet. Et justement, je vais laisser la parole maintenant à Grégory Guillot qui va nous en dire davantage sur tout le pan infrastructure as code qui est justement une des parties les plus importantes dans le domaine du DevOps. Merci Anna, merci pour l'invitation. Ce que je voulais présenter, faire un retour d'expérience sur le sujet, c'est la partie effectivement infrastructure as code. Je pense que ça fait un bon moment qu'on fait maintenant de l'automatisation, on va même dire des années, et là l'idée c'est d'aller vraiment un cran plus loin et d'utiliser l'infrastructure as code comme un outil pour innover et donc pour répondre aux promesses dont vient de nous parler Jean-Marc. Dans cette présentation, je vais revenir sur un certain nombre de sujets. C'est une introduction, mais l'idée c'est de vous montrer à quel point finalement aujourd'hui la plateforme Oracle permet d'apporter des réponses à nos enjeux à tous. Et donc ce que je vais vous présenter, c'est à la fois ce que fait Oracle, donc en termes d'outillage, montrer l'intérêt que ça nous apporte, les bénéfices qu'on peut en tirer. Puis après, je vous partirai à présenter en particulier un outil qui est fantastique dans notre travail au quotidien qui s'appelle Terraform et comment il interagit avec OCI. Je parlerai un petit peu de choses un peu plus avancées. On abordera à peine le sujet et puis je vous montrerai ce qu'on fait pour aller un peu plus loin, notamment avec des interactions autour des chatbots. Voilà. Alors, on va peut-être commencer par expliquer ce que c'est que ces outils d'infrastructure. Donc, Oracle, aujourd'hui, fournit une nouvelle plateforme, depuis maintenant 2 ans, qui s'appelle OCI, qui est une plateforme qui nous permet de créer toute l'infrastructure de zéro, à savoir la partie réseau, la partie technique des load balancers, du système de stockage, et puis au-dessus de ça, on va pouvoir créer nos VM, et après Oracle a des services à valeur ajoutée qui sont là-dessus. Donc c'est le cloud, comme on peut le voir chez beaucoup de fournisseurs. L'intérêt dans la plateforme Oracle, c'est qu'on apporte tous les outils qu'on utilise dans les grosses entreprises, qu'on bénéficie des bases de données, des serveurs d'application très rapidement, et en plus, Oracle nous apporte aussi de l'innovation avec la partie Docker, la partie Kubernetes. Donc cette plateforme-là, elle est complètement opérationnelle maintenant depuis longtemps, depuis 2 ans. Elle s'est transformée radicalement cette année avec des choses qui l'amènent à un niveau des autres plateformes. Et en plus, elle nous permet d'innover de manière très, très intéressante pour des projets complets. Cette plateforme, c'est la base de nos projets infrastructure as code, parce que c'est ça qui va nous permettre de travailler très rapidement. Avec ça, la force de l'écosystème, c'est aussi l'open source au final, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup des projets sur lesquels on travaille, c'est des projets qui sont collaboratifs, et il y a énormément d'innovation dans ce monde-là. C'est de l'innovation qui est intéressante à 2 titres. D'abord parce que finalement, elle permet à tout le monde de bénéficier d'outils qui peuvent être communs si on a des projets avec d'autres technologies, et donc d'utiliser les différents fournisseurs, donc qui sont communs. Elle permet aussi de bénéficier de l'innovation qui est faite dans d'autres entreprises.
Et puis, elle nous permet à nous, et là c'est un peu une démarche différente, moi ça fait quelques années que je travaille avec Oracle, et ça fait 4 ans que je travaille avec des startups, on le voit bien aujourd'hui dans notre quotidien, c'est que aujourd'hui on peut contribuer, on peut envoyer un retour, on peut partager ce qu'on fait, et partager avec d'autres clients. C'est dans la plateforme Oracle, je vous montrerai tout à l'heure, je contribue moi-même à ce genre de choses. L'idée, c'est qu'on puisse donner des retours et que les gens puissent partager autour de ça. Donc c'est assez passionnant, parce que ça veut dire que là où on travaillait entre nous dans une équipe au sein de l'entreprise, maintenant on déborde et on partage avec des gens qui ont les mêmes problématiques et qui accélèrent nos propres projets. Donc, et puis après, ça a un côté sympathique de pouvoir aider les gens, ça crée des relations et ça nous permet tous de progresser plus rapidement. Donc là, on va dire, tout un panel d'open source qui s'intègre complètement à la plateforme OCI, à la plateforme d'Oracle, et qui sert de base pour nos projets infrastructure as code. Celui que je présenterai, c'est la plateforme de Terraform, qui est un outil qui permet de provisionner extrêmement rapidement tout ça. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Mais il y a plein de projets autour de ça. Il y a des projets autour du code lui-même. Donc, quand on fait un projet infrastructure as code, on fait du code, c'est-à-dire on fait de l'infrastructure, on est Ops, mais c'est modélisé dans un projet de code, et donc on va écrire des scripts, on va écrire des descriptions de qu'est-ce qu'une machine virtuelle, comment elle est en relation avec un load balancer, comment elle se pose dans le réseau. Et donc on a des outils qui sont fantastiques, qui ne sont pas développés par Oracle, mais qui s'intègrent complètement dans le modèle Oracle. Après, il y a toute la problématique de déploiement, et là, je reviens sur la rapidité. Aujourd'hui, ce qu'on veut, moi, c'est ce que je fais dans mes projets, ou c'est ce que j'essaye de faire, c'est on commence à travailler quelque chose le matin, et le soir, ce qu'on a fait, en fait, est opérationnel et sur la plateforme. Et ça change tout, parce que ça veut dire que quand on a des idées, on peut les expérimenter, on peut les tester tout de suite et avoir des retours, savoir si les choses sont bien perçues par les clients, les faire évoluer. Et pour ça, il nous faut des outils. Donc, on utilise des chatbots, on utilise une plateforme de CI/CD, qui peut être celle d'Oracle ou qui peut être des solutions open source. Et puis aujourd'hui, il y a toute la tendance autour du Docker, qui nous permet aussi d'avoir un modèle différent et qui est idéal dans un projet d'infrastructure as code, et qui nous permet du coup d'avoir ce déploiement, ce qu'on appelle en blue-green, c'est-à-dire on va déployer une nouvelle version de l'applicatif, et donc on va faire tourner les deux applications en même temps. Ces applications-là, elles vont collaborer, et puis si on a un problème technique, on pourra revenir en arrière. Il y a les tests et il y a la supervision qui nous permettent aussi de voir comment les choses se passent. C'est-à-dire qu'on va mesurer le retour des utilisateurs, les retours techniques, et réagir, revenir en arrière ou continuer à avancer et faire ça. Donc cette plateforme open source et ces outils d'infrastructure qui nous permettent vraiment de transformer l'expérience qu'on a en termes de développement et de changer les projets. Et tout ça, c'est complètement intégré aujourd'hui avec les outils. D'abord parce qu'Oracle investit beaucoup dans l'open source. C'est évidemment pas les premiers, mais il y a toute la communauté qui investit. Et aujourd'hui, par contre, la plateforme, elle bénéficie complètement de tout ça. Voilà, alors, l'idée, c'est d'être agile, rapide, simple. Alors, c'est plus un leitmotiv dans mon quotidien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à corps, parce que si on veut changer la manière de faire les projets, on veut changer la perception qu'ont les équipes opérationnelles de faire un projet, et comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est éviter que les gens demandent une machine et l'aient dans 3 semaines, ou pire dans certains cas encore aujourd'hui, mais aille très vite pour pouvoir bénéficier tout de suite d'une nouvelle idée et l'expérimenter. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt que vous faire un grand discours, vraiment de passer dans un mode démonstration, et de vous montrer comment concrètement on fait. Alors d'abord avec l'outil d'Oracle, j'ai enregistré une petite démonstration, c'est plus simple pour tout le monde. Donc je vais vous passer cette démonstration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil d'Oracle, qui est le mode de commande, qui s'appelle OCI et CLI, donc le ligne de commande pour programmer l'outil Oracle. Et vous verrez, c'est juste une introduction, ce qu'on peut en faire. Alors cette ligne de commande, elle s'appelle OCI, elle est installée sur mon poste. Alors je suis désolé, moi je suis un peu tech, donc voilà, on peut voir ici ce qu'on peut manipuler avec notre ligne de commande, du compute, du stockage, et on va pouvoir se connecter à notre plateforme pour pouvoir visualiser ce qui tourne actuellement. Donc ici un compartiment, donc on a un système qui est isolé,
personne d'autre que nous peut travailler. On est Ops, hein. On va se connecter à ce système pour pouvoir voir ce qui existe actuellement sur notre cloud. Et pour l'instant, eh bien, il n'y a rien du tout. En fait, il est vide, notre compartiment, et on va pouvoir vérifier quand même des informations particulières sur ce compartiment. Voilà. J'interroge ici le compartiment et je regarde s'il y a des machines. Donc, et je vais regarder si j'ai des images. J'ai créé des images qui me permettent ensuite de déployer les machines. Ces images, elles peuvent être préparées et ensuite, on va pouvoir les réutiliser. On peut sélectionner les données qu'on veut remporter de cette image. Ça va nous permettre dans des programmes de la réutiliser, d'avoir seulement les données utiles et de pouvoir, avec des tout petits outils sous Windows ou sous Linux, pour ici par exemple ramener une petite table qui va nous permettre d'afficher les données qu'on veut interroger. On va faire complètement afficher la table de toutes les machines qui sont disponibles sur le Cloud Oracle. Donc ça, c'est les machines par défaut. La dernière étant une machine que j'ai fabriquée, je reviendrai dessus tout à l'heure pour les besoins d'une démonstration. Et puis, une fois qu'on a nos images, on va pouvoir un peu naïvement les utiliser. Donc là, je vais faire une recherche sur une image. Voilà, je prends une machine Linux. Oracle Linux, on peut utiliser d'autres systèmes. Je peux utiliser une version CentOS par exemple, mais ici je vais utiliser une machine Linux. Et à partir de là, pour instancier une instance Linux, il suffit de passer un certain nombre de paramètres qui sont évidemment là où je mets ma machine, ce qu'on appelle le data center, enfin, ça s'appelle un availability domain, et on va créer notre système en lui intégrant ma clé SSH pour permettre à ce que le système je puisse me connecter à la machine que je viens de démarrer. Et donc voilà, on va lancer le système. Alors il faut un peu de temps. Sur la vidéo, ça va nous paraître une éternité. En réalité, c'est moins de 2 minutes. Donc par rapport à ce que vous pouvez attendre dans un système, et encore une fois, c'est pas vraiment la réalité de ce qui se passe, mais je reviendrai avec Terraform ou d'autres outils. Mais voilà, on vient de créer une machine virtuelle. Et la machine virtuelle, on peut récupérer les informations associées, regarder si la machine est en train de tourner. Voilà, elle tourne. Et du coup, je vais pouvoir assez simplement m'y connecter. Voilà, récupérer l'adresse IP associée, parce que pour se connecter, il faut une adresse IP. Il n'y a pas de magie. Et pour l'instant, je suis le seul à pouvoir m'y connecter, puisque j'ai rajouté ma clé SSH. Donc je vais retrouver l'adresse IP de la machine à travers l'interface réseau. Je récupère l'interface réseau. Alors, ça peut paraître un peu technique. On va voir que justement l'intérêt des autres outils, c'est d'aller encore plus vite. Mais là, on est vraiment dans la soute du système. Et vous voyez que malgré ça, dans cette soute, finalement, en quelques minutes, j'arrive à retrouver la machine, la carte réseau qui a accédé à la machine. Et là, maintenant, voilà, la magie, l'adresse IP est arrivée. L'adresse IP publique, cette machine, je l'ai publiée sur Internet. J'aurais pu la mettre dans un réseau qui est complètement séparé des autres. Mais voilà, là, elle est connectée sur Internet parce que c'est plus facile pour cette petite démonstration. Et voilà, je suis sur la machine. Et vous allez voir que ma machine, c'est une machine Oracle Linux. Bon, il n'y a pas de secret, hein, c'était un peu l'objectif. Et voilà. Je vais pouvoir ensuite la terminer. Et voilà. Donc on peut l'approvisionner, on peut la déprovisionner aussi. Et l'intérêt du cloud, c'est que, en fait, si on a de l'automatisation ou si on fait un programme qui nous permet d'avoir de l'infrastructure as code, on peut aussi facilement la créer que la supprimer. Et du coup, on paye que ce qui est
utiliser. Du coup, l'intérêt, je pense qu'il est bénéfique pour tout le monde. Au final, si on utilise une machine pendant 2 heures par jour, ça ne coûtera quasiment rien, alors que si on avait provisionné un serveur dans notre data center, ça change complètement les dynamiques de programmation. Voilà pour cette petite démonstration. Ce que je vous propose, Anna, c'est peut-être qu'on passe à une petite question pour voir si tout le monde suit. Merci Grégory. Et donc je vous propose une petite question sur justement Oracle Cloud Infrastructure. Alors, Oracle Cloud Infrastructure est-il le nouveau service de création de VM Linux d'Oracle où elle permet de créer du réseau, du stockage et système ainsi que des plateformes managées comme Autonomous Database ou Kubernetes? Je vous propose de répondre et on va regarder dans quelques secondes les réponses. Alors, on va voir si les gens comprennent ce que je dis. Moi, je pense que c'est pas très compliqué. Hein, donc. En tout cas, c'est très intéressant. Je propose de regarder et en effet, 100% Grégory, bravo. Alors, on a une équipe de qualité qui nous suit ce matin. Merci à tous. Donc la bonne réponse, en effet, c'est Oracle Cloud Infrastructure permet de créer du réseau, du stockage et des systèmes ainsi que des plateformes managées comme Autonomous Database ou Kubernetes. Donc je vous propose de continuer sur Terraform et OCI. Donc là, ce qu'on a vu, c'est en fait le dessous du système, c'est de montrer qu'en fait, on a une plateforme qui est extrêmement rapide, qui permet de provisionner tout un système. Maintenant, c'est pas l'infrastructure as code. L'infrastructure as code, ça veut dire qu'en fait, on décrit ce qu'on veut, et ensuite, on dit, bah, maintenant que j'ai décrit ce que je veux, je peux, on va dire, instancier ce système. Donc, je vais décrire pas simplement l'infrastructure, mais potentiellement même l'applicatif qui vient au-dessus de ça. Et après, je vais faire ce qu'on appelle un apply. Donc, je vais dire, OK, maintenant, je démarre mon système. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, OCI et Terraform travaillent complètement ensemble. Et donc, pour des gens qui ont l'habitude de programmer des clouds, que ce soit les clouds du marché comme Azure ou AWS, et ben en fait, on peut faire exactement la même chose, et des fois même mieux, parce que OCI apporte des choses intéressantes. Alors, pas sur tous les sujets, on va pas se mentir, mais sur certains sujets, c'est assez bluffant, et notamment sur le réseau, ce que fait Oracle, et c'est super intéressant. Et on peut en fait vivre la même expérience voilà, que les gens qui font du cloud avec les technologies Oracle aujourd'hui concrètement dans l'entreprise. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, alors je reprends quelques exemples. En fait, on peut tout faire avec OCI et Terraform. Le provider OCI, je vais vous montrer aussi comment ça marche, mais ce provider, il supporte toutes les ressources OCI. Il évolue très vite. Vous pouvez le retrouver sur GitHub si vous faites une recherche sur OCI, Provider, Terraform, vous allez tomber tout de suite sur le projet et vous allez voir que toutes les semaines, il y a une nouvelle version d'OCI, on a la version 3 et elle est complètement intégrée, donc on va pouvoir créer notre réseau, l'intégrer directement dans notre data center, provisionner le DNS qui est publié sur Internet ou en interne, mais aussi gérer les utilisateurs, gérer les droits, gérer les clés, intégrer un Kubernetes en quelques lignes de code, faire des systèmes de fichiers, échanger des images, etc. Donc on peut vraiment faire tout ce qui est au niveau de l'infrastructure complètement naturellement et en quelques minutes. Vous allez voir ça avec cet outil-là. Voilà. Comme là, ce matin, c'est une introduction, j'ai fait un workshop qui s'appelle OCI Workshop, qui est disponible sur GitHub. Hein, le petit chat, on a présenté il y a quelques jours sur le sujet. Si vous cherchez Grégory Guillou /OCI Workshop, vous allez tomber sur ce workshop. Et ce workshop contient alors ce qu'on appelle des branches, donc il faut un peu manipuler du code. Bon, c'est des choses, si vous êtes Ops, c'est des choses qui sont pas forcément naturelles, mais qui viennent assez vite et qui sont amusantes. Et donc vous avez une branche par étape, donc je crois qu'il y a 8 étapes, je crois, dans ce workshop, qui est un workshop progressif que j'avais monté pour l'Oracle Code. Et par étape, vous allez progresser, vous allez pouvoir lancer votre workshop. Il y a une documentation qui fait ça. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours faire des retours, hein, commenter le système, ouvrir un issue s'il y a des questions qui posent sur le sujet. Voilà, donc, téléchargez le workshop. Je vais vous montrer un petit exemple de ce qui se passe. Ce workshop, il contient donc ces 8 étapes. Enfin, voilà, comment on crée un compartiment, puis après comment on stocke, comment on crée un bucket pour stocker notre état, c'est-à-dire la cible de ce qu'on veut faire, et puis après on va voir comment
On peut manipuler des variables, c'est récupérer le fait que le réseau s'appelle X, Y, Z, et puis faire un calcul pour distribuer nos machines sur multiples data centers, recréer des modules pour pouvoir les partager. C'est un truc qui est très utile. Ça permet de se dire, ben voilà, j'ai un exemple qui contient pas simplement une VM, mais l'ensemble de ce qui est nécessaire pour fabriquer ma VM, avec le stockage, le réseau, le load balancer, le serveur web, mon image que j'ai pré-créée. On verra d'ailleurs dans le workshop, il y a comment créer des images, comment récupérer des droits, comment intégrer d'autres providers Terraform, parce que l'intérêt de Terraform, le grand intérêt de Terraform par rapport à une solution qui est dédiée, c'est qu'on peut très bien se dire, je vais provisionner mon système Terraform et en même temps alimenter d'autres systèmes qui seraient pas d'Oracle ou qui seraient d'autres systèmes qui seraient pas dans le même provider. Voilà. Donc téléchargez-le. Donc l'idée c'est comment on installe Terraform. Terraform c'est un outil qui se télécharge sur Internet. Donc là aussi vous allez retrouver ça très facilement. C'est un petit utilitaire en Go. Donc c'est juste un exe. Vous téléchargez sur le site, vous téléchargez terraform.io. Vous allez sur Download. Cet outil en Go c'est un utilitaire donc qui dépend de votre plateforme quand même. Vous êtes obligé de le télécharger pour le système que vous utilisez, donc Linux, Mac, Windows. Et puis, vous allez avoir, une fois que vous allez lancer cet utilitaire, simplement pouvoir lancer toutes les commandes qui vont bien. Donc la première commande qu'on tape en général, c'est Terraform espace help, qui vous liste toutes les commandes. Après, il va falloir faire un petit peu de paramétrage, je vais vous le remontrer, mais d'abord, il faudra créer une clé qui nous permet, et l'enregistrer dans OCI pour nous permettre, depuis notre poste, sans avoir à retaper systématiquement le username password, d'avoir une relation de confiance avec notre compte OCI. Donc on va l'enregistrer, on va configurer le fichier de configuration du CLI d'OCI. On n'a pas besoin de ce CLI, mais puisque Terraform et le provider inclut tout, mais on va pouvoir quand même l'utiliser, il utilise le même format. Et puis c'est assez sympa des fois pour faire des petits scripts d'avoir ça. Ensuite on va créer un fichier qui va nous permettre de décrire comment, donc par exemple le compartiment dans lequel on va travailler, des valeurs de variables qu'on veut utiliser parce que, par exemple, on veut travailler sur un environnement qu'on va dire un environnement de dev, et puis après, on va changer ces valeurs de variables pour dire, je vais déployer la même chose en production. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on va lancer une commande particulière qui s'appelle Terraform init, qui va découvrir tout ce qu'il y a dans notre ressource. Donc, la première étant le provider, par exemple, puisque le provider est modulaire, donc on va utiliser le provider pour Oracle. Du coup, il va télécharger le provider par Oracle. On va pouvoir lui dire quelle est la dernière version du provider, quelle est la version du provider d'Oracle qu'on va utiliser. En général, par défaut, il prend la dernière. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, vous êtes prêt, vous pouvez utiliser le provider. Vraiment, alors après, c'est une question d'utilisation. C'est sûr que la première fois, vous allez peut-être passer une demi-journée pour faire cette étape, mais après, ça se fait vraiment en 5 minutes quand vous êtes un peu aguerri. Et quand vous avez votre code qui décrit toute l'infrastructure dont vous avez besoin, pour lancer cette infrastructure, c'est aussi simple que lancer Terraform Apply. Ça va tout découvrir les ressources que vous avez, faire les calculs de ce qu'on appelle les dépendances entre vos ressources, et donc savoir qu'il faut d'abord qu'il crée le réseau avant de créer le stockage, avant de créer la machine virtuelle, avant de lancer le load balancer, et il va donc faire ce plan et appliquer ce plan. En quelques minutes, c'est une des forces d'OCI, vous allez créer une infrastructure complète, et si vous voulez la détruire, il y a une commande inverse qui s'appelle Terraform Destroy, qui va vous permettre de le faire à l'envers. Voilà, alors une petite démo. Démonstration, on va passer de la même manière. Vous allez voir, c'est simple. L'idée, c'est de re-rentrer dans la même chose. Alors, on fait du code. Donc ici, on va télécharger le projet que je vous ai montré. Comme ça, vous aurez une petite introduction. Voilà. Je vais naviguer dans le projet. Là, on va copier les fichiers de configuration que j'ai préparés avec dans le projet, puisque ça dépend évidemment de mon contexte. Je vais vous montrer simplement ce qu'il y a dedans. Il y a mes clés SSH, le nom du compartiment, etc. Donc vous pouvez le prendre. C'est expliqué dans la documentation comment on va faire pour le faire. Moi, je me connecte sur un tenant dans une région. Évidemment, vous allez faire les vôtres, puisque si vous prenez l'abonnement gratuit, par exemple, vous pourrez faire. Et puis là, je fais Terraform init, et en faisant Terraform init, il va tout télécharger, y compris le système OCI. Comme j'ai pas mal d'exemples, j'utilise d'autres providers, j'utilise un provider random pour générer la clé, j'utilise un provider pour utiliser des templates de fichiers.
Voilà. Et ici, on a un exemple d'une infrastructure complète, Terraform, avec un compartiment, un module ici qui est le Livecode, qui va contenir toutes mes ressources. Voilà, je vais vous montrer comment se passe un module. Donc c'est juste, en l'occurrence là, c'est juste un fichier qui contient toutes les ressources, avec le réseau, les firewalls, les sous-réseaux, les tables de routage, donc tout ce qu'on peut faire dans une infrastructure, et qui est aussi simple qu'on prend un module. C'est-à-dire une fois que vous avez fait votre template, ou que quelqu'un d'autre, l'équipe de réseau a fabriqué les templates, et que j'ai les droits de l'utiliser, c'est simplement, on les réutilise, on les importe, et on fait les liens entre les systèmes. Ici, on a un exemple où, comme je mets mon réseau dans un compartiment, j'ai un système, et je vais mettre ma VM, je vais choisir dans ma VM le type de VM qui va induire le prix, la capacité, et peut-être aussi un template qui va me permettre de dire voilà, que je vais installer un logiciel. Donc en l'occurrence, dans cette VM, j'installe Docker pour que je puisse ensuite utiliser des systèmes. Et là, vous voyez, hop, une fois qu'on a compris qu'on a notre stack, c'est aussi simple que Terraform Apply. Donc lui, il découvre tout, et c'est extrêmement rapide, hein, vous le voyez, tac, ok. Et là, donc la démo est enregistrée, mais la vitesse est réelle. D'ailleurs, voilà, on le voit là, on bloque quand même un peu de temps en temps. Il y a encore des trucs où ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment quelques secondes, quelques minutes. Voilà, et on a créé notre infrastructure. Maintenant, on peut récupérer la VM. Vous allez voir que par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple. Là, je vois les tâches, je retrouve l'ensemble des ressources que j'ai créées. J'ai créé beaucoup plus de ressources que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai juste recréé une machine. Là, je la retrouve, cette instance, je l'ai appelée My Instance. Et pour voir les propriétés, je fais Terraform state show avec le nom de l'instance, je retrouve les informations, et là tout de suite en 2.2, je retrouve l'adresse IP, et je peux me connecter de la même façon. Comme j'ai mis ma clé SSH, eh bien, je peux y accéder directement. Et nous voilà sur la VM. Voilà, donc ça change vraiment l'expérience de ce qu'on fait en termes d'usage. Faut bien comprendre que Enfin, encore une fois, je me réfère à ce que disait Jean-Marc, c'est assez passionnant de ce qu'on arrive à faire quand, comme moi, ça fait des années qu'on travaille, le monde change, quoi, et pour tout détruire, on le détruit comme ça. Donc, voilà, moi j'ai vécu des systèmes il y a 10 ans, enfin, voilà, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire grâce à des outils comme celui-là. Voilà, le bout de l'installation, de la désinstallation. J'adore détruire, au final. C'est le côté sympa du LOPS qui travaille. Voilà. Merci Grégory. Alors je propose de passer à une petite question pour voir si tout le monde continue à suivre à 100%. Donc, petite question, Terraform est l'outil leader pour créer des infrastructures cloud. Il a été créé par Oracle, Google, HashiCorp ou Microsoft. Alors voilà, alors là c'est plus compliqué parce que je n'ai pas donné la réponse, mais vous devriez pouvoir la trouver tout seul. J'ai donné quelques indications. Alors on va voir si vous avez des idées. Alors regardons la réponse. Non. Voilà, alors il y a 50% Oracle et 50% HashiCorp. Ouais, alors en fait c'est bien HashiCorp. C'est un outil open source, c'est pas développé par Oracle. Et ce que je trouve sympa, c'est que c'est l'idée qu'on peut utiliser des outils qui sont extérieurs avec cette plateforme-là. Et donc Oracle a un outil au passage pour faire provisionner des infrastructures. Moi, je préfère utiliser l'open source. Merci Grégory. Je propose de passer à la partie suivante qui sont les techniques avancées. Oui, alors après, l'idée c'est qu'on peut faire beaucoup plus que ça, on peut utiliser d'autres outils open source. Je vais donner quelques exemples d'autres outils qui sont ceux d'HashiCorp. HashiCorp, c'est une société qui est très populaire, qui a la bonne idée de lancer, d'avoir vraiment une plateforme complètement open source, dans un modèle qu'on peut utiliser facilement sans forcément du tout utiliser leurs services. Leurs services sont assez sympas d'ailleurs, si vous êtes curieux, je vous invite à regarder notamment la plateforme de déploiement et la plateforme qui permet de faire des contrôles. Peut-être que pour les grandes entreprises ça peut être intéressant, mais voilà, je vais vous parler de 2-3 outils.
il y a des outils qu'on utilise. Un outil qui est très populaire également, ça s'appelle Packer. L'outil Packer, c'est un outil qui permet de préconstruire les machines virtuelles. C'est-à-dire que, en fait, dans nos machines, on va mettre tout un tas de logiciels qui sont prêts. Et l'idée, c'est de ne pas créer et faire ces installations au moment du démarrage de la plateforme, mais vraiment de les préparer à l'avance, un peu comme on ferait de l'industriel, et donc on prépare ces machines, et Packer, c'est l'outil parfait pour faire ça. Il y a un autre outil que moi j'utilise très bien avec la plateforme RAC qui s'appelle Vault. Un des problèmes de faire de l'infrastructure as code, c'est comment est-ce qu'on fait pour partager nos secrets et pour que les mots de passe ou les clés SSH ou ça soient vraiment bien contrôlés. Et Vault, c'est un outil qui est assez parfait pour ça, qui permet de changer les mots de passe d'une base de données, par exemple, de faire des rotations, et c'est un peu plus compliqué à faire que du Terraform, ça demande un peu de travail de fond, mais c'est quelque chose qu'adorent les équipes de sécurité, c'est-à-dire avoir la possibilité de changer un mot de passe rapidement et de permettre que personne n'accède au mot de passe et de tracer qui a accédé à un système pour créer les infrastructures. Vous pouvez dire, cette machine-là ou ce Docker-là a accès à un mot de passe, mais moi, en tant qu'utilisateur, je n'ai pas accès au mot de passe, et le système tout seul change de mot de passe de manière régulière. Et puis le dernier, qui est vraiment intéressant aussi, qui est une infrastructure pour décrire pour avoir ce qu'on appelle une registrie, c'est-à-dire un référentiel de quelles sont les machines qui sont en train de tourner, et que ce référentiel soit utilisé par l'application, par exemple, pour découvrir l'adresse IP d'une base de données ou l'adresse IP d'un autre conteneur, d'un autre service qui pourrait tourner. Donc c'est voilà, beaucoup d'outils. Alors dans le monde open source, il y a beaucoup d'outils. Ceux-là sont vraiment trop populaires, notamment pour faire de l'infrastructure. Donc je vous invite à acheter un coup d'œil, en plus de CI, évidemment, si vous avez un moment. Voilà, on passe vite, puisque on veut passer un peu à la suite. Mais l'idée, c'est de dire, ça ne s'arrête pas là. Le principe, c'est le suivant. Ce qu'on veut, c'est d'écrire des infrastructures sous la forme d'un code. Vous l'avez vu tout à l'heure. Ce code, il est assez simple. C'est un code qui décrit ce qu'est une machine. Donc, pour décrire une machine, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de savoir sur quel réseau il s'appuie, sur quel stockage il se connecte. On a besoin de savoir éventuellement une image, de savoir si ma machine était préparée, donc il y a l'image, ou prendre une image standard. Et puis, de savoir quel est le modèle. Est-ce que je veux un vCPU, 10 vCPU, et peut-être éventuellement combien j'en ai. Mais on décrit cette infrastructure-là. Et voilà, ça résout pas le problème qu'à un moment, il faut qu'il y ait un Ops qui interagisse avec ça, parce que une fois qu'on a décrit notre code, ce qu'on veut, c'est que des gens qui travaillent, qui développent, puissent utiliser ce code-là. Et quelque chose qui est une tendance assez intéressante, et là, on sort aussi sur un autre domaine, comment on interagit avec les équipes de dev et les équipes opérationnelles, pardon. Et là, moi, j'ai travaillé depuis quelques années sur ce sujet de l'automatisation des déploiements. Et il y a quelques technos vraiment sympas dans ce domaine-là, et notamment celle des bots. Donc je vais vous faire une petite démo autour des bots. Voilà. Alors, là on utilise Slack. Donc Slack, c'est un outil de messages instantanés. Et donc moi j'ai intégré Terraform dans Slack. Alors évidemment, c'est pas Terraform, en fait, c'est une interaction avec Terraform. Donc quand on lance la commande Terraform help, on n'a pas les mêmes messages, parce qu'en fait, c'est l'intégration que j'ai faite. Et du coup, c'est dans un projet qui existe. Donc ici, vous avez un petit projet de démo avec une version en couleur. Je peux savoir quelle est la version qui tourne actuellement. Donc je suis sur le master du projet, c'est-à-dire sur la dernière version de mon projet, et je vois que c'est la version V012 visuellement sur ma fenêtre que j'affiche. Voilà. Je vais pouvoir interroger, grâce à mon bot, savoir quelles sont les versions qui sont actuellement disponibles sur l'applicatif. Et j'ai la liste des versions qui sont retournées par mon référentiel d'infrastructure as code. Voilà, j'ai différentes versions. Donc moi, je vais m'amuser à changer la version simplement en faisant un Terraform tag. Voilà, et donc ça, c'est pas une commande Terraform, c'est une commande de bot, on va dire. Donc c'est un langage qui n'est pas du tout un langage naturel, c'est un langage interprété. Et voilà. Automatiquement, mon bot va savoir que je veux changer la version. Il va la changer dans le code, il va faire un apply pour moi, et automatiquement, vous voyez la vitesse à laquelle ça va, il va appliquer le système. Alors là, c'est un changement de container Docker, donc ça va très vite.
Évidemment, si on devait faire une infrastructure, ce serait plus long, mais ça montre bien que au-delà du code, on peut aller beaucoup plus loin et offrir des services plutôt rigolos à des utilisateurs et changer leur expérience. Derrière, on peut aussi faire des tests pour vérifier que les choses se passent bien et donc faire un déploiement plus progressif. Là, c'est un déploiement, on va dire, enfin 0,1, on fait, mais on peut aller plus loin dans la manière qu'on a d'interagir avec le système. Et donc après, pour rechanger le système, voilà, on peut repasser sur la branche master. On va voir que automatiquement, mon bot, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure à la main, là c'est le bot qui le fait pour moi, c'est juste un niveau supplémentaire d'avancement dans le système. Et encore une fois, c'est pas du langage naturel, c'est du code qui est prédéfini. Et je peux savoir, voilà, mon bot est capable aussi de savoir, c'est pas Terraform qui le fait, mais de savoir quel est le niveau de l'application. Après, c'est assez facile d'intégrer ça. Pour ça, moi, j'utilise un framework qui s'appelle ubot. Je vous ferai une référence tout à l'heure également au projet, puisque vous pouvez récupérer le projet sur GitHub. Et pour terminer, parce que je termine toujours comme ça, on va détruire l'environnement. C'est le côté sympa du DevOps. Et mon système, voilà, passe en erreur. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Là c'est un exemple d'intégration avec le bot. Il y a quelque chose qui est intéressant, qui est un exemple de déploiement continu. Ce qu'on veut, c'est déployer de manière régulière les systèmes qui soient testés et que derrière, mon applicatif évolue, encore une fois, quotidiennement. Ce qu'on veut, c'est on travaille le matin et le plus vite possible, on délivre. Ça sous-entend qu'on ait des infrastructures qui soient capables de gérer plusieurs versions en même temps, donc d'évoluer. Ça demande aussi un mindset particulier, mais c'est quelque chose qu'on peut assez facilement acquérir, notamment avec des outils comme Docker. Et donc interagir avec ça. Donc il y a le déploiement continu, le bot, qui permettent d'aller plus loin dans ce projet d'infrastructure as code. Merci Grégory. Je trouve ça très innovant, le côté fun du bot pour faire de l'infra as code. Je propose de faire un dernier sondage, notamment sur coder des infrastructures. Est-ce que c'est une approche réservée aux développeurs ou c'est une approche commune qui implique développeurs et équipes opérationnelles? Voilà, j'espère qu'on va approcher les 100% cette fois-ci, parce que je pense que quand même... Je pense qu'on est bien parti pour. Alors, je propose de regarder. Ah, peut-être trop tôt. C'est un peu le temps. Et là, 100%, encore une fois, on a une équipe de champions. Donc, coder des infrastructures est bien une approche commune qui implique développeurs et les équipes opérationnelles. Je propose de passer à la suite. Voilà, c'est fini un petit peu. Je vais juste faire une synthèse de ce qu'on a dit. Okay, puis après, on pourra adresser un certain nombre de questions si vous avez des questions. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est un certain nombre de choses. La première, c'est que OCI, c'est vraiment une plateforme aujourd'hui qui permet de faire, qui est au niveau de ce qu'on trouve sur les meilleurs dans le marché. D'ailleurs, OCI a été placé dans le Gartner avec les quelques plateformes associées sur l'infrastructure. On est dans ce qui se fait mieux sur le marché. C'est surtout intéressant parce que en fait, aujourd'hui, OCI est une plateforme qui est riche, qui offre tout un tas de services et qui est rapide. Et ça, si vous avez l'habitude de travailler sur d'autres infrastructures, c'est vraiment un truc, je pense, Oracle a réussi, probablement d'une certaine manière parce qu'ils sont arrivés après les autres, mais qu'ils ont pris sur un certain nombre de sujets, on va dire, des bases qui sont pas... et donc, ils ont peut-être moins de depth technique sur ce sujet-là. L'autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'utiliser des open source. Moi, je vous invite à regarder Terraform et le provider Terraform pour OCI. Et donc, parce que assez rapidement, encore une fois, vous arriverez à utiliser, à manipuler OCI. Il y a d'ailleurs une offre assez sympa si vous voulez tester, qui est une offre qui permet d'avoir, je ne sais plus combien, mais quelques centaines de dollars de crédit pour faire des tests. Et donc moi,
dans le résumé aussi, ce que je vous invite à faire, là, c'est plus à titre perso, mais sans engagement, c'est gratuit, et de toute façon, il n'y a pas vraiment d'idée derrière, mais c'est regarder, télécharger le workshop CI, et n'hésitez pas à l'utiliser, à partager, ouvrir des issues aussi, et voilà, moi aujourd'hui, j'utilise cette plateforme pour provisionner du Kubernetes, donc du Docker. C'est un peu au-delà de ce qu'on a montré aujourd'hui, parce que là, on est sur du déploiement continu, mais ça pourrait être d'ailleurs un autre sujet pour une prochaine, pour un prochain sujet. Et on utilise aussi, grâce à cette intégration Terraform OCI, la base de données Autonomous, la dernière version d'Oracle, la 18.3. Voilà. Et donc, je vous invite à dialoguer. N'hésitez pas à rentrer en contact si vous avez des questions. Voilà. Je fais pas partie d'Oracle, hein, donc voilà, c'est clair quand même. Hein, donc, c'est pour ça que des fois, je peux me permettre aussi des petits commentaires. Mais vous pouvez trouver d'autres projets. Donc, si vous allez sur mon GitHub, il y a une API Terraform, en fait, pour lancer Terraform à distance. Parce qu'un des problèmes qu'on peut avoir, c'est que si vous avez des utilisateurs qui utilisent Windows, Linux, Mac, eh ben, des fois, c'est un peu compliqué de faire des scripts qui sont compatibles avec tout. Donc, on a un serveur qui lance ça. Et puis, l'intégration du bot Terraform que vous avez vu tout à l'heure dans la démo, elle est également dans un des projets que j'ai mis sur mon GitHub. Et voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. On pourrait y passer sans doute plus de temps, hein, mais voilà, l'idée c'était de tenir un petit moment ensemble sur ce thème. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Grégory, en effet, les clients peuvent accéder au cloud Oracle avec un trial qui est gratuit jusqu'à 3500 heures pour tester et essayer les solutions Oracle. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez en avoir plus, vous avez des questions par rapport à l'essai gratuit, de revenir vers nous avec des questions. Je vous propose maintenant de passer à des questions. Alors on a une question de Franck de Sogeti qui est: quelles sont les conditions pour pouvoir utiliser OCI licence? Donc là, je peux vous conseiller de vous rapprocher de l'équipe commerciale, mais le niveau de pricing, donc au-delà du free trial qu'on vient d'expliquer sur les 3500 heures, pour avoir un premier essai, on a aussi le pricing au niveau des Universal Credit, et je vous invite de vous rapprocher de votre équipe commerciale pour en savoir un peu plus si vous le souhaitez. C'est du paiement à l'usage, hein, donc de toute façon, en fait, on a un budget, on paye à l'usage, voilà, ou en Universal Credit pour avoir du prépaid, et on utilise ce qu'on veut dans ce système-là. Après, il faut regarder en détail service par service. Et ensuite, on a une autre question: oui, peut-on avoir un accès en test? Oui, donc comme je vous le disais, vous allez sur la page directement d'Oracle Cloud et vous pouvez accéder directement à un accès à un test gratuit jusqu'à 3500 heures. Ok, une autre question, c'est quoi le temps d'implémentation d'un projet OCI? Alors, ça, c'est une question assez ça peut dépendre, ça dépend beaucoup aussi de la compétence qu'on peut avoir. Je pense qu'en quelques jours, vous allez rapidement voir monter une infrastructure, ça se prend rapidement. Si vous faites une demi-journée, encore une fois, si vous regardez le workshop, sans doute que vous arriverez en une demi-journée à monter une petite infrastructure. Après, ça dépend de la taille du projet, ça dépend du nombre de composants, etc. Mais ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est très facile et on est complètement indépendant. Et donc aujourd'hui, moi, monter une infrastructure assez complexe pour un client, c'est l'histoire de quelques jours. Voilà. Merci Grégory. Bon, nous n'avons plus de questions et je pense qu'on a eu une session très complète. Je vous remercie, je remercie Jean-Marc et merci Grégory pour votre temps ce matin.
Et merci également à vous tous pour ceux qui étaient là ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter soit Grégory ou soit moi-même, donc Anna Santeno, directement pour pouvoir répondre à vos questions. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Bonne journée.